Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de l'iPhone X puisque ça fait 2 mois qu'il est sorti et qu'il y a des petites choses encore que je trouve un peu pénibles au quotidien. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Sébastien dans un petit peu plus d'1 heure, je suis sur le départ là. Je me change et on est parti. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je viens d'arriver devant le restaurant Mister Canso. C'est un restaurant à base de boîtes de conserve. On mange des produits qui sont dans des boîtes de conserve. J'ai jamais vu ça. Peut-être que ça existe dans tous les pays du monde et que je suis le seul à pas connaître. Mais moi je découvre, je trouve ça assez génial. Je trouve que ça mérite une petite vidéo à part entière parce que je sais que si je le mets dans une vidéo de 20 minutes, à la fin de la vidéo, personne va être là pour regarder à part ma mère. À l'occasion du CES de Las Vegas, vous savez, le grand show international intergalactique interplanétaire de la high-tech à Las Vegas, vous n'avez pas été sans remarquer qu'il y avait beaucoup de marques de téléviseurs, presque toutes d'ailleurs, mort de rire, qui proposaient des téléviseurs 8K. Alors on se dit, mais alors le 8K, pourquoi on n'a même pas suffisamment de sources Ultra HD pour balancer dans nos téléviseurs? Et là-bas, à Las Vegas, ils sont déjà au 8K. Comment est-ce possible? On va commencer par planter le décor tout joli. C'est quoi le 8K? Ce n'est pas une technologie d'image, c'est une définition d'image qui correspond à 7680 x 4320 pixels. Pour vous donner un ordre d'idée, votre téléviseur Ultra HD, tout joli, tout beau, affiche à la louche 8 millions de pixels. Et bien le téléviseur qui est 8K affiche 33 millions de pixels. Ça en fait des pixels à allumer tout ça, hein. Pour bien piger ce qui se passe, il faut parler un petit peu du CES. Depuis toujours, le CES était un salon qui proposait des matériels d'aujourd'hui, de demain ou d'après-demain. Pour information, les loulous, ça fait 4 ans que je vois des téléviseurs 8K au CES, c'est pas une nouveauté. Sharp avait proposé ses premiers modèles il y a 4 ans pour le secteur professionnel et c'était déjà à Las Vegas. Alors le principal défaut qui a été remonté, alors c'est rigolo, c'est le fait que l'iPhone fait des captures d'écran tout le temps. Alors il ne le fait pas par magie, mais c'est en fait lié à un problème d'ergonomie, puisqu'ici on a un gros bouton et puis juste en face on a les boutons du volume. Donc on appuie sur l'un ou sur l'autre, on a tendance à s'appuyer sur le bouton qui est en face et donc à déclencher de la capture d'écran absolument tout le temps. Donc on se retrouve avec un énorme dossier de capture d'écran. Alors heureusement maintenant on peut les supprimer puisqu'ils sont compilés dans un seul dossier. Mais c'est vrai que c'est un des plus gros défauts de cet iPhone X. Mais la différence cette année au CES, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de marques qui proposaient des téléviseurs 8K. Je vais citer quelques noms comme ça, hein. Il y avait Sony, LG, Samsung, il y avait Hisense, Shanghai, bref, c'était le fruit de saison. Mais il y a un point commun à tous ces téléviseurs. Ce sont tous des téléviseurs issus de marques asiatiques. Il faut savoir que les marques asiatiques en question sont les marchés chinois, coréens et japonais. Et on accueille avec beaucoup de plaisir Eric Léandri maintenant. Bonjour Eric. Bonjour. Le cofondateur de Quant, Exactement. moteur de recherche. Exactement. Voilà, qui est une alternative à d'autres moteurs de recherche connus tels que Google. Et pourquoi vous êtes ici, tiens, au FIC Quant? Il y a 3 raisons. La première, c'est qu'on ne prend pas les données des utilisateurs, donc on ne sait pas ce que vous cherchez. Et dans la sécurité, la bonne idée, c'est peut-être de ne pas dire exactement ce que vous cherchez aux autres. Ça serait une bonne idée. Donc si vous êtes un grand groupe, si vous êtes un ministère de l'Intérieur ou une gendarmerie, ou si vous êtes tout simplement un citoyen lambda qui a envie de créer une nouvelle start-up dans la sécurité ou dans n'importe quoi, cherchez sur un moteur de recherche qui ne donnera pas vos données à tout le monde. C'est peut-être une bonne idée pour commencer. Et pourquoi, par exemple, Google donne ses données? Aujourd'hui, il les distribue entre tous ses services. Donc, il fait des services de vidéo, de shopping, il fait tout. Et la donnée que vous recherchez sur Google aujourd'hui est utilisée pour vous traquer absolument partout. Alors, normalement, c'est que pour de la publicité, mais on verra demain. Oui, d'accord. Alors que Quant, non. Ces données restent confidentielles, on va dire. Alors, non seulement confidentielles, mais quand vous arrivez sur Quant, on prend votre adresse IP, on la hache et on la salte. C'est-à-dire qu'on la transforme dans quelque chose qui ne nous permet pas de savoir qui cherche. On ne sait pas qui cherche, absolument pas. Vous me disiez tout à l'heure que Quant avait des hackers qui travaillaient toute la journée pour essayer de trouver des failles de sécurité sur votre moteur de recherche? Oui, on a parlé d'intelligence artificielle il y a quelques instants. On a des systèmes d'intelligence artificielle, plus 12 personnes dans la sécurité dans Quant, chez Quant, pour essayer de savoir qui essaye de venir nous prendre de la data.
Et puis en dehors de Quant, il y a Bounty Factory à qui nous avons sous-traité la sécurité. Ils ont 3700 hackers qui toute la journée essayent de nous hacker, essayent de trouver des failles dans Quant et dès qu'ils les trouvent, on les paye. Donc certains ont trouvé, hein. Voilà. Bounty Factory créé par le célèbre blogueur Corben. Hein. Exactement, et mon responsable de la sécurité informatique, Guillaume Bassot hier, qui en est le président. Et maintenant, ils ont ouvert la boîte juste à côté et 3700 hackers s'occupent de nous hacker toute la journée. C'est peut-être même le meilleur macro que j'ai jamais eu en canette. It's very good. En plus, j'ai bien faim. Ce qu'on a là, ce sont des takoyaki en conserve. La texture est horrible. Ça désintègre, ça dégouline comme du slime, tu sais, bien chaud dans la bouche. Et pour le goût, ça ressemble à des takoyaki en conserve. Ce que je suis en train d'ouvrir là, c'est un camembert en conserve. Je sais que ça peut surprendre des gens, mais au Japon, c'est très fréquent. Je pensais, souvent c'est vraiment pas... T'as aucun goût, mais là non, ça va. Alors, dans tout le choix de canettes qu'il y a, à mon avis, il y a des trucs très très bons, comme par exemple le Saba qu'on a eu là, et des trucs vraiment dégueulasses, je pense. C'est vraiment la loterie. Et il y a aussi des trucs très spéciaux. Sauterelles et abeilles. Si vous voulez mon avis, ce qui se passe avec Las Vegas et le CES 2018, c'est qu'on sent qu'il se passe quelque chose au Japon notamment. Le Japon a ce qu'on appelle la NHK. La NHK est la plus grande chaîne nationale japonaise, une chaîne fabuleuse qui a vraiment les moyens d'être en avance technologiquement sur beaucoup de choses. Et eux, ça fait 3 ans, et même plus d'ailleurs, je ne vais pas vous affoler, mais plus longtemps que ça fait 3 ans que la NHK, voire plus, expérimente le 8K en télédiffusion, c'est-à-dire on filme en 8K, on envoie vers le satellite et on refait venir par le satellite, c'est-à-dire que c'est une télédiffusion par satellite en 8K. Comme ils bossent dessus, on se dit tiens, c'est la NHK, c'est une chaîne qui fait référence dans le monde, donc si ils diffusent demain matin en 8K, il va falloir des téléviseurs au Japon pour retranscrire le 8K. Et c'est pour ça que vous voyez arriver entre guillemets au CES des téléviseurs en 8K, c'est pour prévoir ce que fait notamment la NHK au Japon pour qu'ils aient des matériels sur place, que le public japonais qui est toujours le premier à se jeter sur les matériels et des téléviseurs. Il y a déjà eu des modèles 8K qui ont été vendus par Sharp au Japon à des prix ahurissants, je crois que c'était entre 50 et 100 000 $, mais on en trouve moins cher maintenant de la première génération. Donc c'est tout à fait normal, on pense déjà à l'avenir. Donc pour le moment, pour répondre à la question de cette vidéo, est-ce qu'il va y avoir du 8K demain chez nous? Moi je vous dis pour le moment, non. C'est uniquement réservé à des essais faits sur le territoire japonais ou coréen, mais on se doit d'avoir ces matériels. Si on n'a pas les matériels, donc les téléviseurs, on ne peut même pas espérer pouvoir finaliser les essais dans le grand public si on n'a pas les téléviseurs. En effet, toutes ces marques se doivent de lancer des téléviseurs 8K pour correspondre, pour que ça cadre avec les essais qui sont faits dans tous les pays asiatiques. Lors de la présentation, DJI présente leur nouveau drone comme étant le drone le plus portable, le plus intelligent et le plus puissant du marché. C'est un drone ultra compact, comme vous pouvez le constater, hein, son design il est un peu à mi-chemin entre un Mavic et un Spark. Il a de nouvelles fonctions intelligentes encore inconnues jusqu'à ce jour et je vais vous les présenter par la suite. Il est en 3 couleurs, blanc, noir ou rouge. La première amélioration, si on le compare à un Mavic Pro, eh bien tout d'abord c'est son poids puisqu'il ne pèse que 430 grammes, soit un peu moins de la moitié du poids du Mavic. Ce qui est très intéressant compte tenu de la nouvelle législation qui nous pend au nez avec évidemment une réglementation pour les drones supérieurs à 800 grammes. On ne s'avance pas, mais on sait que ça va nous tomber dessus tôt ou tard, donc évidemment ceci représente un gros avantage. De plus, lorsque l'on regarde sa taille, il ne fait que la moitié de celle du Mavic. Et ça, on ne peut que les remercier pour cela, puisque plus petit, plus performant, on aime ça, surtout pour les voyageurs, etc. Ça prend de moins en moins de place et on adore. On était alors là, cette fois-ci, sur un record absolu pour Apple en vente d'iPhone. On dépassait, là ils ont annoncé 77, on aurait été autour de 82 millions d'iPhone vendus quand même, hein, 82 millions d'iPhone, vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est absolument, ce sont des chiffres qui deviennent, c'est ahurissant. quand on voit le prix de ces machines-là, hein, quand même, il y a de l'argent. Et on était autour, donc, non pas de 88 milliards, pardon, cette fois-ci je me perds en millions, milliards, tout ça. Bientôt on sera à plus encore, à 88 milliards. Pourtant c'est pas loin du chiffre d'affaires de l'électron libre, hein, c'est ça que je comprends pas. Je sais, il s'approche dangereusement, j'ai appelé Tim pour
pour lui dire d'ailleurs. Je l'ai félicité, enfin bon, comme d'habitude. Et donc, il serait autour de 91 milliards, 92 milliards. Donc, là, cette fois-ci, vraiment le record absolu pour Apple est certainement le record absolu de loin et qui sera peut-être pas battu. Bon, enfin, si on recalculait tout ça. Mais enfin, bon, tout ça n'est pas le cas. En réalité, les chiffres donc sont un tout petit peu en dessous, mais le trend, comme ça, l'activité était quand même très très importante. Et oui, et donc là-dessus, il faut bien le dire, c'est l'iPhone X qui a porté Apple. Tim Cook l'a dit, c'est leur meilleure vente. Il a été numéro 1 à chaque semaine de vente chez Apple. Et puis c'est la grosse nouveauté surtout. C'est la grosse nouveauté. C'est l'iPhone de rupture. Voilà, c'est celui qui doit normalement annoncer la suite de ce que sera, et on va le voir après avec Eric, de ce que sera normalement la gamme chez Apple. Et il y a un autre point très important. L'iPhone X, on sait que ça s'est très bien vendu, non pas parce qu'on croit Tim Cook quand il nous le dit, même s'il n'a pas vraiment trop intérêt à mentir. On le sait parce que le panier moyen d'achat sur l'iPhone a explosé. C'est-à-dire ce panier moyen qui était autour de normalement $700, un peu plus, $720. Là, sur ce trimestre-là, est à 796. C'est presque $800. C'est-à-dire que tous ceux qui disaient que l'iPhone X était trop cher, et en effet, il est cher. Vous mettez 1100 € dans un iPhone, c'est quand même beaucoup d'argent. 1159. 1159 à peu près, voilà. C'est des larves. It's on my head. Ok, donc ce que j'ai dans ma main, c'est des larves d'abeilles. Hein. Oh my god. Mais quelque part, j'ai l'impression que ça sent un peu le miel. Ça sent la ruche. Ok. Easy. Really? Tranquille. Il faut pas se concentrer sur ce qu'on mange, mais sur le goût. Et au goût, franchement. Putain, je suis tellement un warrior. Ça va, hein Sébastien. Alors un autre défaut qu'on avait déjà relevé très tôt, c'est le fait que le centre de contrôle est en haut, donc il faut utiliser sa deuxième main ou alors prendre des risques et aller utiliser le pouce ici et manquer de faire tomber le téléphone. Bref, c'est vraiment pas pratique, hein. C'est vraiment une faute d'ergonomie. Ils auraient pu le mettre par exemple, je sais pas, en bas de l'écran ou dans un coin, je sais pas. Mais c'est vrai que là, d'autant plus qu'on perd des informations, hein, puisque en haut, vous avez plus accès donc au pourcentage de la batterie, par exemple au mode ne pas déranger ou au rappel d'alarme. Ils sont plus visibles tant que vous tirez pas le centre de notification. Et ça, c'était quand même bien pratique. Alors vous en avez 3700, mais on repart de Google. Eux, Google, ils en ont plus que ça encore. C'est une pratique courante, non Alors, oui, c'est une pratique courante. La petite différence, c'est qu'encore une fois, on est au FIC, on est en Europe. Et donc Bounty Factory et ceux qui sont européens font une petite chose qui est complètement différente avec les autres. Les failles de sécurité européennes restent en Europe. Les données, elles aussi, sont confidentielles. C'est-à-dire que quand vous trouvez une faille de sécurité sur Bounty Factory ou sur Zero Disclose, vous êtes en Europe, vous êtes sous la loi européenne, vous n'avez pas de risque d'être récupéré immédiatement par la NSA ou par la sécurité américaine. Alors, ok, mais je vais... Attention, là, attention, là. Jérôme Colombin attaque, mesdames, messieurs. Non, mais là pour ça aussi. Mais bien sûr, vous balancez quelques petites questions. Est-ce que cette espèce de repli, finalement... c'est une grande ouverture. Ou alors, est-ce que cette attitude de dire ça c'est européen, ça c'est américain, attention, les méchants américains bidule, c'est pas une forme de repli Non, vous savez, je rentre de Chine. Ouais. En Chine, les données des Chinois doivent rester en Chine. La Chine, les données des Américains restent aux États-Unis. Les données des Européens partent aux États-Unis. C'est pas forcément un bon exemple. Non, mais justement, c'est très intéressant. Les données des Chinois restent en Chine, les données des Américains restent aux US, et les données des Européens partent aux US. C'est comme ça que ça se passe tous les jours. Ok, donc ça c'est pas logique. Et la logique, ce serait que chacun se replie sur son territoire. La question c'est, est-ce que les données des Européens ne pourraient pas rester tout simplement en Europe sous législation européenne avec le droit d'utiliser un produit américain ou un autre produit? Sauf si vous avez envie, par exemple, que toutes vos données médicales partent en Chine demain. À mon avis, peut-être pas. La question est, si vous n'avez pas envie que ça parte en Chine, pourquoi vous voulez que ça parte aux US? Il y a des législations, il y a des lois sécurité, il y a des lois sur la e-privacy, il y a le fait de pouvoir les respecter. Et si on ne les respecte pas, alors on a un problème. Le problème qu'on va rencontrer, c'est que je connais ces fabricants, je sais comment ils fonctionnent. Ils vont se dire, comme avec l'Ultra HD, on va essayer de vendre les téléviseurs. Et ce qu'il y a dedans, c'est pas nous que ça incombe. Je veux dire, ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être avoir en effet des gens qui vont acheter du 8K et avec rien à foutre dedans. Et dans ce cas-là, les fabricants sont très 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 malins. Ils sont en train de réfléchir à des tas de systèmes de upscale. Donc un upscale, c'est-à-dire une mise au format, une mise à l'échelle de sources qui ne sont pas 8K.
et qui vont être créés en 8K par l'électronique, voire par une intelligence artificielle comme chez Samsung, pour fabriquer des images 8K à partir d'une source standard, Full HD ou Ultra HD, parce qu'ils savent très bien que les lucarnes vont être vides à nouveau, mais entre guillemets, ils s'en fichent. On va le vendre, mais on a les circuits électroniques qui permettent de fabriquer une image 8K même quand elle ne l'est pas à la base. Alors encore une fois, moi je me pose en tant que journaliste, je me dis, est-ce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel on vend des matériels, où il n'y a pas les sources qui vont dedans et on passe notre temps à jouer sur l'électronique pour fabriquer ces sources. C'est-à-dire que, regardez l'Ultra HD, je suis sûr que quand vous me regardez dans cette vidéo, je suis certain qu'il y a actuellement des tas de gens qui n'ont peut-être jamais mis une seule source vraiment Ultra HD sur leur téléviseur Ultra HD. Leur téléviseur n'a reçu peut-être que des sources standards qui ont été upscalées. Donc on va vers un monde où l'électronique passe son temps à fabriquer des images, du moins les upscaler, les améliorer parce qu'elles n'existent pas, ou on ne peut pas les avoir, ou ça coûte une blinde. Moi je m'attends un peu à ça avec le 8K en Asie, à ce qu'il y ait 2-3 essais comme ça de 8K par la NHK ou une chaîne coréenne ou je ne sais quoi, et qu'à part ces essais de télédiffusion en direct, j'entends, le reste ça soit uniquement de l'upscale. Alors tous ceux qui utilisent un iPhone 10 au quotidien sont en général ravis par Face ID, puisque ça remplace Touch ID. Vraiment, on a l'impression d'avoir un téléphone qui est déverrouillé en permanence, donc ça c'est hyper cool. Mais il reste encore des moments où on peste contre ce système de reconnaissance faciale, puisqu'il marche pas bien quand le téléphone est trop à plein. S'il est sur un bureau, vous êtes quand même obligé de relever le téléphone, alors qu'avant il suffisait de poser le doigt dessus pour aller lire un mail par exemple. Et puis moi je suis assez gêné, c'est souvent dans la voiture, ou dès que vous le mettez en mode paysage, par exemple vous êtes sur YouTube et puis le téléphone s'éteint, vous êtes obligé de le rallumer, il faut à chaque fois le remettre ici en mode portrait et le remettre en mode paysage après. Donc voilà, si vous l'avez mis sur un support pour le GPS, tout un tas de choses, il faut souvent avoir le téléphone en face de soi ou alors taper son code. Et là c'est vrai que c'est des situations où c'était quand même plus simple de mettre le doigt sur le bouton. Il a également un nouveau système de nacelle 3 axes, plus performant, plus stabilisé, avec moins de tremblements. Il a également jusqu'à 7 caméras internes pour son Vision System qui lui permettent évidemment une plus grosse efficacité. Il a une meilleure détection de l'environnement grâce à son système 3 Direction Sensing, Free Direction Sensing. En revanche, concernant son autonomie de vol, eh bien les batteries ne durent que 21 minutes. J'ai trouvé ça un petit peu léger à mon goût comparé à celle du Mavic, mais bon, compte tenu de sa taille, c'est compréhensible. Peut mieux faire, DJI. Donc ça reste en effet énormément d'argent, sauf que les gens ont suivi. Oui. Alors moi, ma thèse là-dessus, c'est qu'on est sur un iPhone des fêtes. C'est-à-dire qu'en effet, on est sur une machine qui se vend très très bien pendant les fêtes, qui a là rempli finalement le cœur de tous les early adopters et de tous les fans de la marque. Et il y en a énormément. Je rappelle qu'il y a 1,3 milliard de bidules, on va les appeler comme ça, de e-bidules, de quelque chose sur lequel il y a iOS qui fonctionne dans le monde. 1,3 milliard sur un marché total de smartphones dans le monde qui est autour de 4 milliards de devices, un petit peu plus, presque 5 milliards. C'est pratiquement 30%. 30% de l'ensemble des smartphones vendus dans le monde sont faits par une seule entreprise qui est dirigée par 5 types et qui vend les smartphones les plus chers au monde. Et qui les vend les plus chers au monde et qui, tous les ans, se prend les analyses qui te rappellent que, écoutez Apple, ça suffit. Maintenant, il faut vendre dans le marché sur la gamme moyen, voire pas cher. Parce que là, vous êtes en train d'aller dans le mur. Vous savez combien sont payés ces analystes? Beaucoup moins cher que Tim Cook. C'est clair. Avec une marge de 22%, je crois. Il y a ce chiffre qui est sorti. Je crois, la marge d'Apple pour ce dernier trimestre. 20 milliards de bénéfices sur 88 milliards de chiffre d'affaires. Donc oui, ça fait à peu près ça. Ça fait 25%. Voilà, c'est dingue. C'est incroyable. Ça fait 25%. C'est plus que Microsoft, c'est plus que Google, c'est plus que des gens qui ne font pas du hardware. Ce qui est absolument incompréhensible dans le monde des macroéconomiques actuels. Une boîte qui fait du hardware devrait faire moins de marge parce que c'est compliqué le hardware. C'est l'inverse qui est en train de se passer. Mais Apple est, on va dire, en dehors du normal depuis toutes ces années. C'est ma conclusion. En fait, il n'y a pas de GAFA. Les GAFA n'existent pas. Il y a Apple qui est très au-dessus de tout le monde. Très au-dessus. Et puis les autres. Et puis, il y en a quelques autres qui ont du mal. En fait, Google a abandonné Android. Il faut dire les choses aujourd'hui comme c'est. Ils n'investissent plus dans Android, c'est fini pour eux. Ils veulent faire. Ça t'exagère un peu quand même. Oui, toujours. Google, c'est plus Android, c'est fini. Ils veulent faire de l'IA, mais ils n'ont pas de business model sur l'IA. Ils ne savent pas comment ils vont rentabiliser ce genre de choses. Non, mais Android, c'est une réalité comptable. Ils ont arrêté d'investir dedans. On est encore un petit peu sous le choc de nos larves d'abeilles. Et là, on va continuer avec ce qu'on appelle en japonais Inago. Tout simplement des criquets, des sauterelles
Ah, je sais tellement pas ce que ça renferme, c'est effrayant. Oh merde. It's on my They're flying, yeah. Wow, okay. So I try it first now. It's crunchy. Let's try a spoon. 1, 2, 3. Yeah. Ah, c'est horrible. The look. Ah ouais, c'est horrible à regarder. C'est vraiment des criquets, quoi. C'est horrible. Ok. Ça va. Tranquille. Il faut contracter les muscles du haut du corps en même temps que tu manges et ça passe. En fait, au goût, c'est bon. J'ai une voix bizarre maintenant. En fait, c'est bon. C'est caramélisé. Ça a plus un goût de caramel que d'insecte. Mais la texture, tu sens vraiment les pâtes. Tu sens des fois quand la tête elle éclate sous tes dents. Tiens, puisque vous étiez en Chine il n'y a pas si longtemps, on sait que les services Google ne marchent pas en Chine parce qu'ils sont bloqués. Quant fonctionne en Chine? Oui, ça marche très bien là. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne prend pas les données des Chinois. Donc on a expliqué ça aux Chinois et aujourd'hui, Quant marche derrière le firewall de la Chine. Donc la prochaine fois que vous allez en Chine, vous arrivez, vous basculez sur Quant et vous allez pouvoir chercher. Et il y a des équivalents de Quant dans les autres pays? Alors non, il n'y en a pas au monde. Vous savez, il y a 8 moteurs de recherche mondiaux. Après, il y a des faunés de Google ou d'autres qui utilisent leur data et qui s'appellent moteurs de recherche. Mais nous sommes 8. Vous avez Microsoft, vous avez Google, vous avez Baidu chez les Chinois, Yandex chez les Russes, Naver en Corée du Sud, Yahoo Japan, Seznam chez les Tchèques et Quant. On est le plus petit, on est le dernier, mais on est le 8e. On est que 8. Sur le chiffre d'affaires de Google, n'oubliez pas de retrancher la part des éditeurs. En fait, le chiffre d'affaires de Google, ce n'est pas 33 milliards, c'est 33 milliards moins la part qu'ils reversent aux éditeurs, qui est relativement importante malgré tout. Donc en réalité, puisque c'est une régie, leur chiffre d'affaires net, ce qui rentre vraiment dans leur caisse, est bien inférieur à ce qui est montré. Ce n'est pas du tout le cas d'Apple, qui prend 88 pour lui. Et oui. On va pouvoir également contrôler le Mavic Air avec la palme de notre main. Génial comme le Spark. Cependant, ce mode geste a été amélioré. Il est beaucoup plus réactif et plus performant. On n'a donc pas forcément besoin de la radiocommande pour mettre en route notre drone, le faire voler et le faire atterrir. On peut aussi utiliser le Wi-Fi et évidemment, si on souhaite prendre de la distance, on peut utiliser notre radiocommande. Le Mavic Air va également plus vite puisqu'il peut atteindre une vitesse de 86 km/h. Sa résistance au vent est de 35 km/h et il peut monter à une altitude entre 1,5 km et 1,95 km, ce qui en France ne nous intéresse pas beaucoup comme vous le savez tous. Ça valide. Ça valide Alzé. Je mangerai pas un burger au poulet tous les jours, mais quand j'en mangerai un, je pense que je le mangerai ici. Vas-y, t'as qu'à éternuer. I'm sorry. Wasabi? Yeah. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.